Benji, j'ai une idée. Tu nous ferais pas un petit freestyle là, vite fait avant l'interview? J'en ai vu plein sur Skyrock là, j'ai trop envie. Un freestyle là? Ouais. Ça va être dur, hein. C'est un peu compliqué. Comment ça va être dur? Je viens d'enchaîner les concerts là, non, je le sens pas trop. Attends, je pense qu'on peut trouver du miel. Attends, vous avez du miel s'il vous plaît? Benji, franchement, juste un petit teaser pour Parisis. Non, je suis pas dedans là. Non mais tu vois, j'ai une idée, regarde, là t'es en train de regarder la déco. Et bim, tu te mets à rapper sur la déco. Non. Ça c'est un nom qui veut dire oui. C'est un nom de quelqu'un qui regarde un vase. Non mais Benji, t'es devenu sérieux, c'est ça? C'est à cause de Sciences Po? Quoi, c'est Sciences Po? Sciences Po. Attends, j'ai une inspi là, Sciences Po. Ouais. Il y a un truc à faire, hein. Sciences Po. J'ai une inspi. Benji, notre interview? On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Benji, bienvenue. Aujourd'hui, on est reçu dans le concept store Timuntu, qui est magnifique, qui met en avant l'art africain, l'artisanat africain. Donc on est dans un décor magnifique. Donc on est ravis d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai l'impression d'être une petite fille en face de toi, parce que tu as été dans mes oreilles pendant toute mon adolescence. À cette époque, c'est vrai que nous on fait partie quelque part un petit peu de l'espèce de seconde vague d'artistes urbains à être exposés, parce qu'avant nous, il y a quand même des grands frères qui ont fait le travail, des groupes comme IAM, des Ouais. MC Solar, Ministère Hammer aussi, qui est un groupe de la ville, donc Stomy Passy, qui nous a aussi beaucoup inspirés. Et nous, on arrive après, donc on signe en 97, mais on sait qu'il y a encore plein de groupes, plein de talents Ouais. qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à des maisons de disques, de signer en label. Et donc on a très vite envie D'agrandir. de donner la possibilité aussi à ces artistes-là de pouvoir performer, de pouvoir enregistrer en studio. Et donc de là, on organise des petites sessions studio avec plein d'artistes qu'on réunit. Et ça donne donc Première Classe. Et ce titre, On fait les choses, qui est le premier titre qu'on a enregistré comme ça, sur une session qui réunit des artistes. Ouais, c'est génial. Donc le second album de Neg Marron, Le Bilan, en 2000, qui rencontre un succès extraordinaire. On connaît tous le bilan. Et d'ailleurs, en 2025, c'était les 25 ans. C'était les 25 ans du bilan cette année. Ouais, que dire si ça a été pour nous une grande surprise en fait finalement, parce que quand on écrit ce titre, on se dit que ça va vraiment parler à notre entourage, aux gens qui ont grandi avec nous, à nos proches. Et au final, les gens se sont vraiment retrouvés dans cette histoire de petits gamins qui se sont rencontrés au quartier, qui ont partagé cette passion commune et vécu une expérience extraordinaire par le biais de la musique. Et aujourd'hui, on voit que c'est un titre qui est vraiment rentré dans le patrimoine musical français, si je peux dire ça. On est surpris chaque fois qu'on l'interprète en concert, parce qu'on sait qu'il y a des anciens qui vont reprendre le refrain à tue-tête, mais de voir des gamins de 12 ans, 10 ans, 14 ans, 16 ans, vraiment la jeune génération qui chante ce titre comme s'ils l'avaient vécu à l'époque où c'est sorti, non, c'est surprenant et c'est ça la magie de la musique aussi. Ouais, c'est un classique. Et puis en plus, vous êtes inséparables avec Jackie. Inséparables, indivisibles. Non, on est content de faire ce long chemin ensemble, parce que c'est pas évident. On a vu beaucoup de groupes commencer ensemble et aujourd'hui faire chemin à part. Donc nous, je pense qu'on a compris qui on était, on se connaît très bien, on sait très bien là où il faut aller, là où il faut pas aller, on sait comment se parler, on communique beaucoup aussi. On ne dit pas que c'est tous les jours rose et tous les jours facile, non, mais en tout cas quand on a quelque chose à se dire, on se le dit et on passe à autre chose, on avance. Et surtout on est conscient aussi de l'alchimie qu'il peut y avoir entre nous. Et je dirais au-delà de la complicité, je dirais de la complémentarité aussi qu'il y a entre nous. Oui, artistique, c'est... on est vraiment... C'est un plaisir de travailler ensemble. On a eu plein d'opportunités de faire des choses en solo. Et le groupe est toujours resté la priorité, finalement. Ouais, c'est ce que tu dis, dans tes interviews, j'avais vu ça. Et donc, tu as l'aventure Bissona Bisso aussi. Et les ventes dépassent 250 000 exemplaires à ce moment-là. Ça, c'est le chiffre officiel. C'est le chiffre officiel, parce que... c'est un album qui a bien marché, très très bien marché.
À la base, quand on a travaillé sur le projet Bissona Bisso, c'était vraiment parce que il y avait des événements au Congo, donc mon pays d'origine, à Brazzaville. Il y avait des conflits armés, et c'est vrai que nous ici on se sentait un petit peu impuissants, et donc avec pas mal d'artistes d'origine congolaise aussi, on a décidé de s'organiser en collectif pour essayer de prôner un message plus positif, de cohésion sociale, un message de paix tout simplement, non seulement à l'échelle du Congo mais à l'échelle de l'Afrique en général, parce qu'il y a beaucoup de pays en conflit malheureusement. Et puis c'est un projet qui a eu une résonance qui nous a largement dépassé, puisque le succès a été quasiment mondial sur Bissona Bisso. On a été multi-récompensé à plein de cérémonies. On a eu l'opportunité de travailler avec les plus grands artistes, vraiment nos muses, hein, des grands artistes qui nous ont inspirés, qui ont accepté de participer au projet Bissona Bisso. Non, ça a été vraiment énorme. Et c'est un des projets dont je dirais je suis le plus fier aujourd'hui, parce que c'est vraiment un héritage qu'on a laissé par le biais de ce projet, un héritage dans le message, je dirais, du panafricanisme d'une manière générale, mais aussi par l'innovation que ça représentait à l'époque, c'est-à-dire fusionner tout ce qui est rythmique, hip-hop, musique hip-hop avec des samples africains. C'était vraiment quelque chose d'inédit qui ne s'était jamais fait à l'époque. Et d'ailleurs, les gens ont eu du mal à comprendre. Et quand on voit aujourd'hui, 20 ans, 25 ans plus tard, en allumant la radio, qu'il n'y a quasiment que des morceaux comme ça qui fusionnent l'urbain et les sonorités africaines, on se dit que quelque part, on a pavé un petit peu la route. Ouais, c'est clair. Et donc en 2019, tu dévoiles le single Si Dieu le veut, et tu crées aussi à ce moment-là le label Awande Music à Brazzaville. Ouais. Écoute, c'est vrai qu'avec le label Première Classe, qu'on a créé ici à Paris à la fin des années 90, début 2000, on a eu beaucoup de succès parce qu'on a produit beaucoup de gens, on a ouvert la voie à beaucoup de gens, et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, en regardant un petit peu ce qui se passait au niveau de la scène urbaine au Congo, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pépites, pas mal de talents, mais qu'il y avait un manque d'expertise derrière, qu'il fallait vraiment un cadre, une structure pour pouvoir les accompagner et les développer. Et donc j'ai fait le choix de rentrer au Congo, d'ouvrir un studio d'enregistrement, donc d'emmener tout ce qu'il faut techniquement pour que les artistes puissent s'enregistrer dans des bonnes conditions, et puis apporter aussi mon expertise à tous les niveaux, au niveau bien évidemment de l'artistique, mais aussi de tout ce qu'il y a autour de l'écosystème de la musique, à savoir la communication, le marketing, le management, la prod. C'est tout ça qui participe au succès d'un artiste finalement. Le talent, c'est 10, 15, 20%, et tout le reste, c'est tout ce qui concerne le business et tout ce qu'il y a autour. Alors, ta carrière, donc, qui a plus de 20 ans, tu as des collaborations incroyables. Césaria Evora. Césaria Evora. Magnifique. La diva aux pieds nus. Ah, c'est une diva, quoi. Ouais, pour qui j'ai une grande pensée. Oui. Parce qu'elle a accepté de collaborer avec nous sur ce magnifique titre. Et puis, j'ai que des beaux souvenirs, en fait. Alpha Blondy aussi. Alpha Blondy aussi, avec qui on a collaboré sur un de ses remixes. Et puis, c'est un grand frère à qui je rends souvent hommage, parce que c'est lui qui porte le reggae africain depuis bientôt 40 ans, même peut-être plus. Donc c'est quelqu'un aussi avec qui, oui, j'ai passé de très très bons moments. Tous ces gens sont des muses, des inspirations. Et c'est étrange parce que quand j'étais plus jeune, en les écoutant, jamais je m'imaginais pouvoir les rencontrer, les côtoyer ou même travailler avec eux. Et encore une fois, tout ça, c'est la magie de la musique. C'est finalement le résultat d'un travail. Tu as du talent, tu as travaillé, et finalement tu mérites. On s'en rend pas vraiment compte, parce que la musique, c'est surtout nous les créateurs, il y a quelque chose de quelque part un petit peu inné, même s'il faut du travail derrière, mais il y a une espèce de, peut-être un don, il y a quelque chose qu'on fait assez naturellement, et donc c'est un travail sans qu'on s'en rende réellement compte. Et puis au fur et à mesure que les années passent et que l'expérience arrive, et qu'on arrive à installer une vraie identité vocale, dans le message également, et ben ça nous amène à rencontrer tous ces grands artistes aussi, et puis voilà, à compter, pas forcément parmi les grands, mais en tout cas parmi les gens qui laissent une trace, quoi. Et donc à 40 ans, tu reprends tes études et tu obtiens un master à Sciences Po. Exactement. Donc depuis 2019, tu travailles comme consultant pour les industries culturelles à la Banque africaine de développement et tu participes à divers projets culturels et sociaux, notamment le dispositif Live
Tu veux nous en parler? Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je me retrouve à reprendre les études en 2017 pour plusieurs raisons. C'est vrai que j'ai toujours travaillé, en tout cas accompagné pas mal de structures dans le social. On a toujours travaillé avec des organisations de la société civile. On a toujours essayé de tirer la jeunesse vers le haut, comme d'habitude, et de mener quelques actions avec des orphelinats, avec vraiment différentes structures à l'international, à l'étranger, notamment en Afrique. Et puis j'ai toujours eu aussi cette appétence pour les relations internationales, la géopolitique, et mieux comprendre en fait le monde qui nous entoure, parce que finalement tout ce qui se passe dans nos vies est régi par la politique et par les décisions qui sont prises au plus haut sommet de l'État. Et donc j'ai souhaité reprendre mes études pour avoir un peu plus de, comment dirais-je, pour avoir des clés tout simplement et pouvoir mener des projets à plus grande échelle plus facilement. Et donc j'ai obtenu ce master à Sciences Po Paris, et puis de là effectivement je suis parti travailler à la Banque africaine de développement, donc en Côte d'Ivoire, où je faisais le pont entre mon savoir-faire et puis l'impact que peut avoir la culture sur une économie et sur l'économie d'un pays. Comment faciliter aussi l'accès à la culture, comment mettre en place des politiques publiques culturelles qui favorisent l'activité artistique dans les pays émergents. Donc j'ai travaillé sur toutes ces questions, j'ai travaillé sur des plaidoyers. Et puis en même temps, avoir un acteur comme toi de terrain qui puisse aider des institutions comme ça ou des associations, c'est génial. C'est vrai que les gens, au départ, quand j'y vais et que je vois toutes ces personnes qui viennent se former, que je rencontre, avec lesquelles je discute, s'étonnent de me voir au sein d'un dispositif comme celui-là. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment la continuité d'un travail c'est la continuité d'un travail que j'ai commencé à faire depuis le départ, via la musique au début. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on a fait de la musique, c'était s'engager pour non seulement passer des messages, mais aussi tirer la population vers le haut, la jeunesse vers le haut, accompagner les populations dans le besoin. Et aujourd'hui, sous une autre forme, je suis dans une espèce de continuité, et donc pour moi, tout ça, ça va de pair. J'adore. Voilà. J'adore Benji. En fait. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus d'artistes prennent la parole sur la santé mentale. Toi, tu m'en as parlé. Pourquoi ce sujet te semble-t-il essentiel ? C'est un sujet important parce que plus ça va, et plus on a l'impression que la parole se libère sur le sujet. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations difficiles et qui ne trouvent pas forcément de clés, de solutions, ou qui ne savent pas comment s'y prendre pour éventuellement aller mieux. Et c'est vrai que par le biais de la musique, encore une fois, au fur et à mesure des rencontres qu'on peut faire, moi je me suis rendu compte que forcément la musique peut être une thérapie pour le créateur, donc nous à l'échelle de l'artiste, mais aussi une thérapie pour la personne qui l'écoute. Et puis c'est vrai que dans le cas des artistes aussi, il y a des périodes où ça va très bien, des périodes où ça va moins bien. Et ça aussi, il faut savoir le manager. Et quand ça va un peu moins bien, ça nous impacte forcément. Et donc, on en revient à la santé mentale. On parle aussi souvent de cette espèce de saut dans le vide qu'il peut y avoir à l'approche de l'après-carrière ou de la fin de carrière. Souvent, les artistes ne savent pas comment manager cette reconversion vers quelque chose d'autre, ou comment manager cette espèce de passage vers l'inconnu, tout simplement. Et donc ça nous impacte. Et c'est vrai que cette question de la santé mentale aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'on parle beaucoup du développement personnel, parce qu'on se fixe beaucoup de challenges, parce que la vie aujourd'hui, les responsabilités qu'on a aussi en tant que parents fait que on a beaucoup de pression aussi, il y a énormément de choses à manager finalement. Et donc le rôle de l'artiste, selon toi, dans tout ça, en tout cas, qu'est-ce que la musique, ou l'artiste en général, puisque ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans le divertissement, peut apporter, selon toi, en fait, aux personnes qui souffrent ou qui passent des moments difficiles? En fait,
l'artiste peut avoir différents rôles, mais le rôle de l'artiste, c'est de créer, Mm. d'aller chercher à l'intérieur de lui quelque chose à partager. Ça peut être son expérience personnelle, à travers laquelle les gens se retrouvent, s'identifient. Et après, ça peut être un peu plus spécifique sur certains sujets en lien avec justement l'intérieur, l'être, pourquoi pas le mal-être. Enfin, voilà. Donc, je pense que la musique, quelque part, c'est un vecteur d'énergie. Et cette énergie, elle est perçue ou pas par les gens qui, à un certain moment, s'en saisissent parce qu'ils vivent des choses similaires, parce qu'il y a une espèce de résonance. Et donc, en ça, effectivement, l'art et la culture peuvent, je dirais pas être une clé, mais oui, quelque part, en tout cas, ça peut apporter un éclairage. On reçoit énormément de messages dans ce sens-là. Et nous-mêmes, ça nous encourage et on se dit quelque part, ok, on sait finalement à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de faire. Ouais, on sait pourquoi on fait ça. Et c'est mon partenaire Jackie qui aime souvent le dire, chacun sa mission, et peut-être que nous, notre mission en tant qu'artiste, elle est celle-là. C'est ça. Et donc je pense qu'effectivement, en termes de santé mentale, en tout cas la culture et les arts d'une manière générale jouent un rôle primordial. Bon, on est au bon endroit. Et essentiel. On est au bon endroit, justement. Et donc, la santé mentale de l'artiste, qu'en est-il? Toi, comment tu as vécu cette carrière où tu es monté rapidement avec Jackie L'artiste, de toute façon, d'une manière générale, un artiste, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui ressent les énergies positives comme moins positives, qui essaye d'en retranscrire quelque chose. Et c'est vrai que moi, très très jeune, comme je le disais, nous on a été plongés dans le grand bain, dans le grand bassin. Donc, comme je disais, une espèce de pression parce qu'il a fallu être professionnel très jeune. Moi, je me rappelle du premier album que j'ai enregistré. Je sais, aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'écouter parce que je sais que je l'enregistre dans de bonnes conditions, mais qu'en réalité, je ne suis pas prêt artistiquement pour livrer une performance comme je l'aurais souhaité, avec tout le potentiel que j'ai. Et donc, c'est un projet que j'ai eu du mal à écouter aujourd'hui, mon premier album. Alors, je ne suis pas, j'étais pas dans une phase dépressive, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, on a quand même un espèce de poids, surtout quand on travaille avec des grosses structures. Moi, je faisais partie d'un collectif, le secteur A, où il y avait des gros vendeurs. Et c'est vrai que le groupe Nègre Marron, en tout cas sur le premier album, on était quelque part un peu la dernière roue du carrosse. Parce que quand nos amis vendaient 500 000, 300 000 copies, nous, on avait du mal à en vendre 100 000. Et donc, il fallait aller chercher quelque part une espèce de force intérieure. Il fallait avoir aussi quelque part une espèce de capacité de résilience parce que, voilà, on était les derniers de la classe, c'est un peu trop dire, mais en tout cas, il fallait qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Il fallait donc trouver les ressources et mieux se connaître, se comprendre. C'est un peu de pression à ce moment-là quand même. Ouais, c'est un peu de pression parce qu'on a envie on sait que c'est possible. On sait qu'il y a des gens qui nous apprécient et on sait surtout qu'on a la capacité d'aller chercher plus haut et de séduire un public beaucoup plus important que celui qu'on a actuellement. Et donc ça nécessite des ressources intérieures, ça nécessite de bien se connaître, ça nécessite de se comprendre, comprendre ses qualités mais aussi comprendre ses défauts, savoir valoriser nos points forts. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points qui sont essentiels pour... travailler avec l'ombre, la lumière, sa lumière, il faut bien se connaître. Exactement. Et tout ça, on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure, quelque part un petit peu le développement personnel dont on parle beaucoup aujourd'hui. Bon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il est important. Après, il y a du pour et il y a du contre. Et donc, beaucoup d'artistes redoutent l'après-carrière. Toi, comment tu perçois ça? Tu es sur tellement de choses en même temps. Je pense que tu es un créateur dans tous les sens du terme. Donc, c'est pas facile l'après-carrière parce que quand on a exercé une activité très très jeune et toute sa vie, et qu'à un moment donné on voit que ça ralentit, que le succès n'est plus tout à fait au rendez-vous, ça fait peur.
Surtout si il faut repartir sur le chemin du travail, on va dire un travail un peu plus classique, plus traditionnel. Quand on a été artiste, sportif, acteur de haut niveau, etc., c'est pas évident. Oui. En ce qui me concerne, moi, c'est l'inverse. J'ai trop de projets, je suis même obligé de manager parce que j'ai plein d'idées. Ouais. Ouais, t'es un vrai créateur, quoi. Ouais, t'es un créateur dans tout. Ouais, bon, sans prétention aucune, mais c'est vrai que, bon, déjà, j'ai entamé ma reconversion par le biais des études que j'ai repris, donc ça m'a emmené encore un autre savoir-faire. Et par le biais de ces savoir-faire, j'ai des activités qui se développent, donc ça, c'est top. Mais après, au-delà de ça, même dans l'artistique, aujourd'hui, tout est possible. Parce que finalement, tout ça est lié. La musique, la littérature derrière, le théâtre, le cinéma, tout ça, il y a une espèce de continuité en fait sur tous ces segments. Et donc, quelque part, on aura toujours des histoires à raconter, on aura toujours des choses à partager. Il y a juste le canal qui va éventuellement changer, mais en réalité, on a plein de choses à faire. Ouais, c'est clair. Surtout aujourd'hui avec les nouveaux outils qui existent, Internet, les plateformes. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus multicasquette en fait dans nos métiers. Exactement. Au début on voulait être juste acteur et puis finalement on devient réalisateur, on devient producteur, on écrit, on fait plein de choses. Exactement. Et on a accès aussi à du matériel qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Avant, pour tourner un film, il fallait venir avec vraiment l'attirail, les bandes, les grosses caméras. Voilà, aujourd'hui, tu peux faire un film à l'iPhone limite, tu vois. Donc tu peux raconter ton histoire, faire un petit peu de storytelling à l'iPhone si c'est bien fait, si l'idée est bonne. Et puis petit à petit, tu montes en compétences. Donc voilà, non, je pense que il faut juste faire preuve d'inventivité, de créativité. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Tout ça, c'est très important. Bah oui, c'est ça. Et toi, donc, comme tu nous l'as dit, tu as été plus loin. Et donc, cette question, tu m'as un petit peu répondu au début. Mais en quoi est-il essentiel pour un artiste de comprendre le secteur culturel à travers ses dimensions économiques, politiques et sociales? Je pense que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, de passer du terrain à la rue à... ok, moi j'ai eu la rage de voir ça et du coup je veux m'instruire pour pouvoir amener en tout cas ce côté terrain là où les institutions ne connaissent pas vraiment. Je ne sais pas si c'est important pour tous les artistes. Parce que tous les artistes n'ont pas forcément la capacité à devenir entrepreneurs ou à prendre une voie un peu plus corporate. Tu as des artistes qui sont bien dans leur bulle, ça leur va bien. Ce qui crée a suffisamment d'impact en tant qu'artiste simplement pour qu'ils restent dans ce couloir-là. Après, c'est vrai que tu as des artistes qui sont beaucoup plus engagés. Et ça, c'est bien de pouvoir le faire, qui s'engagent dans l'associatif, qui créent des structures, qui accompagnent la jeunesse, voilà, qui ont envie de mettre de l'énergie sur des choses pour renvoyer un petit peu l'ascenseur, être dans une espèce de démarche de give back, comme on dit. Donc ça, c'est top. Je ne sais pas si vraiment c'est essentiel pour tous les artistes, mais en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des artistes qui le fassent. Et puis voilà, je trouve qu'il ne faut pas qu'on soit tous enfermés dans des cases. Au contraire, on se bat pour déconstruire un certain nombre de choses. Donc voilà, que chacun prenne le train comme il l'entend. Et puis surtout... Bah, disons que ça a été important pour toi, en tout cas. C'est important pour moi parce que je sais d'où je viens. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir certaines opportunités, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous a mis en lumière, c'est qu'il y a un film qui s'est tourné dans un quartier voisin et ça a été quelque part le déclencheur, même si on avait quand même avant ça pas mal travaillé, mais il y a eu cette opportunité qui nous a quand même pas mal exposé et de là, plein de choses ont découlé et je suis conscient aussi que de là d'où je viens, il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de nous, notamment les jeunes qu'il faut accompagner et donc moi je suis très attaché à ces deux ancrages. Mon ancrage de banlieue, parce que c'est là-bas que j'ai tout appris. Pour moi, la banlieue, c'est une vraie école. Tu sais d'où tu viens. C'est un vrai enseignement de valeurs, comment dirais-je, même d'un point de vue financier. Je sais ce que c'est que de ne rien avoir.
je sais ce que c'est grâce à la musique aussi, d'avoir quand même la possibilité d'un certain pouvoir d'achat, mais Tu as connu les deux. Hein. voilà, et donc c'est important, ça me permet quand même de garder les pieds sur terre, et puis j'ai aussi cet ancrage avec l'Afrique et mon pays d'origine, le Congo d'une manière générale, et je suis très attaché à rester actif sur ces deux ancrages, au-delà du simple plaisir de faire de la musique. C'est important pour moi de pouvoir aussi, Ça a du sens. voilà, que ça rejaillisse un petit peu sur ces deux ancrages, quoi. Et quels sont tes actus alors, Benji? Actu, alors nouvel album prévu au premier semestre 2026. On est sur la fin là avec mon partenaire Jackie Brown. Donc nouvel album Nègre Marron. Trop bien. Grosse tournée aussi en 2026 avec une date parisienne le 2 octobre au Zénith de Paris. Ok. Voilà, ça fera bientôt 3 ans qu'on n'a pas joué à Paris. Le dernier Ah oui. concert c'était à la Cigale en 2023. Ok. Et on tourne énormément partout dans le monde, et c'est vrai que les gens, enfin les Parisiens, en tout cas notre public parisien, région parisienne, nous demandaient. Donc là, il y a cette date, le 2 octobre 2026 au Parisis Zénith. sera là, j'espère. Avec grand plaisir, vous êtes invités. Ah bah merci. Et puis voilà, toujours les projets aussi sur le continent, en Afrique, et puis pas mal de choses qu'on est en train de mettre en place aussi à l'échelle locale dans notre ville, dans le 95 aussi. Donc D'accord. voilà, beaucoup de choses sur le feu comme d'habitude. Ah bah oui, c'est ça. Alors la dernière question, en fait, on demande toujours à nos invités quel est le pari intime de l'invité. Donc quel est le pari intime de Benji? Bon, des endroits, il y en a pas mal. Bon, on va commencer par celui-là, donc Timuntu, parce que effectivement, j'aime bien tout ce qui concerne le design, l'art, les arts visuels. Sinon, il y a un endroit aussi que je trouve assez sympa, où de temps en temps je fais mes rendez-vous, c'est la recyclerie dans le 18e, à Porte de Clignancourt. Bon, il y a un endroit aussi où on a beaucoup fait la fête, il y a de ça quelques années, qui est le comptoir général aussi, dans le 10e. Ça fait partie des spots que j'aime bien. Qu'est-ce que je peux citer aussi en restauration? Je vais souvent manger et dîner dans un restaurant qui s'appelle l'African Lounge, dans le 16e arrondissement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va y avoir des hordes de fans qui vont essayer de voir Benji. J'oublie un petit peu les spots, mais globalement, j'aime bien plutôt aujourd'hui, je dirais pas les quartiers très très populaires, mais en tout cas, je suis plus spécialement dans le Triangle d'Or, comme il y a quelques années où voilà, on était beaucoup, Champs-Élysées, Vendôme. Voilà, je suis un peu moins dans ces espaces-là. Maintenant, je préfère les endroits un peu plus simples, un peu plus accueillants, avec une population beaucoup plus cosmopolite et un peu moins matu vu, on va dire. Voilà, où il y a plein de gens qui incarnent quelque chose, qui ont envie d'échanger, qui sont dans le partage. Et puis il y a de tout, il y a des artistes, il y a des avocats, il y a des journalistes, on ne sait pas qui est qui. Tout le monde échange et discute avec tout le monde, et je préfère ce type d'endroit aujourd'hui. C'est le pari que j'aime bien, moi. Voilà, merci pour ce partage. Voilà. Alors, est-ce que tu peux regarder ta caméra et nous faire un petit psst, c'est Parisis? Psst, c'est Benji. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, de Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.